Bonjour à tous, Parfait, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? très bien. Super. Je m'excuse pour ce retard, on a été pris dans les embouteillages. Parfait. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Tout de même, merci beaucoup surtout aux participants qui ont accepté d'attendre pour rester pour cet échange. Je vais commencer par une courte introduction pour vous présenter, et puis ensuite je vous laisse la parole pour entre 10 et 15 minutes peut-être, puisqu'on n'aura que jusqu'à 19 heures pour présenter votre projet. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venus ce soir pour cet échange. Donc, dans le cadre de notre cycle de conférences pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Andrea Cotarac, vous êtes le candidat soutenu par le Rassemblement national dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les élections régionales qui se dérouleront le 20 et 27 juin prochain. Vous avez été élu conseiller régional de la région sur la liste de la France Insoumise en 2015. Puis vous avez démissionné de votre mandat suite à votre soutien apporté au Rassemblement national lors des élections européennes de 2019. Depuis, vous êtes donc non pas membre du Rassemblement national, puisque vous avez fondé avec Hervé Juvin le parti localiste, qui défend l'écologie, l'identité et le principe de subsidiarité. Mais vous êtes donc le candidat soutenu par le Rassemblement national pour cette élection dans la région. Vous indiquez avoir deux adversaires principaux, la mondialisation et l'islamisme. Vous mettez ainsi l'accent sur deux priorités pour la région, la sécurité d'une part et le localisme d'autre part. Vous insistez sur la sécurité notamment dans les lycées et dans les transports. Dans les lycées, par exemple, vous voulez instaurer la création de référents de sécurité dans chaque lycée et investir donc, notamment dans les transports pour assurer la sécurité. Pour la lutte contre la mondialisation et le localisme, vous voulez notamment lutter contre les délocalisations avec la création de filières de long terme dans le photovoltaïque, le tourisme, l'agriculture par exemple. Alors il me semble que vous n'avez pas détaillé l'entièreté de votre programme pour l'instant, donc je vais vous laisser le présenter plus précisément et puis on pourra en discuter par la suite. Je vous pose une question volontairement très large pour lancer la discussion. À quoi ressemblerait la région dirigée par Andrea Cotarac? Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à ceux qui sont restés effectivement. Vous avez bien résumé mon parcours. Il y a à peu près 2 ans environ, j'ai constaté dans les partis de gauche, dans les syndicats, dans les associations, qu'on avait des concepts racialistes, indigénistes, islamo-gauchistes qui commençaient à gangréner tout ce beau monde et qui ne me convenaient plus. J'ai donc appelé à voter pour Jordan Bardella, effectivement, et j'ai quitté de mon mandat. Ce qu'on oublie souvent de dire, je suis le seul à l'avoir fait parce que j'estime qu'un acte politique fort doit s'accompagner d'un acte fort. Et vous constaterez à côté que Anne-Sophie Condemine, par exemple, élue socialiste qui rejoint la majorité de Laurent Wauquiez, n'a pas quitté son mandat d'élu. Personne ne lui a demandé. Vous avez vu que les 5 zozos qui ont été élus sur une étiquette socialiste et qui ont formé le groupe d'En Marche n'ont pas non plus quitté leur mandat. Pourtant, ils n'avaient pas été élus pour ça. Et vous avez un exemple encore plus important, c'est celui d'Olivier Véran, le ministre de la Santé chaotique qu'on connaît, qui en ayant été nommé ministre de la Santé en pleine crise de Covid, n'a même pas eu la courtoisie de démissionner de son mandat. Donc je suis le seul à avoir démissionné de mon mandat parce que je voulais que les gens s'attachent à ce que j'allais dire. Si j'avais été député européen, on aurait dit il a fait ça pour être député européen. Si je n'avais pas démissionné, on aurait dit il faut qu'il démissionne. Je me suis lavé de tout, j'ai envie de dire. Je n'ai rien demandé. Je voulais simplement qu'on s'attache à ce que j'allais dire. Aujourd'hui, sur le fond, il n'y a plus de débat. Plus personne ne me dit que la gauche est républicaine. Plus personne ne me dit que ça n'existe pas. Et aujourd'hui, on se lance dans une autre étape. J'estime que la gauche et la droite n'existent plus. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que le clivage en soi n'existe plus. On est aujourd'hui avec des mondialistes et des localistes. C'est aujourd'hui le nouveau clivage qui existe en France et d'ailleurs un peu partout. Sur le programme, grosso modo, moi j'ai toujours été un élu entonnoir, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui existent au niveau international, européen, national, et que ça impacte sur nos politiques publiques et nos politiques locales. Pourquoi est-ce que je dis que nos deux adversaires sont l'islamisme et le mondialisme? Parce que ce sont les deux défis auxquels la France va être confrontée. L'islamisme parce qu'on a eu la 272e victime de l'islamisme à Rambouillet. Ça impacte évidemment sur la sécurité. Et puis, la lutte contre le mondialisme, parce que je suis le promoteur du localisme. Je pense que tant au niveau économique, tant au niveau des filières, tant au niveau démocratique,
la démocratie renaîtra de la base, renaîtra des territoires. On peut même en parler au niveau de la sécurité. Un bon flic, c'est un flic qui connaît son territoire. C'est pour ça d'ailleurs que les gendarmes ont eu un système très intéressant où les personnes étaient pendant 20 ans sur le même sol. Qu'est-ce que je ferais pour la région? Effectivement, la sécurité est une des priorités. J'ai deux conceptions assez différentes de celle de Laurent Wauquiez, contrairement à ce qu'on dit. Lui a une vision très partisane, puisque vous êtes dans la métropole de Lyon. Vous savez que lorsqu'il a réuni ses élus pour faire face à l'insécurité, il a réuni que des élus LR. Si on en croit M. Boudjelaba, qui n'est pas forcément de mon bord, mais qui dit dans la presse, maire de Givors, ELV, on ne m'a pas invité à cette réunion parce que je n'étais pas LR. Moi, je travaillerai avec tout le monde, avec des élus de la République de toutes les étiquettes, sans distinction aucune, parce que j'estime que la sécurité, c'est la première des libertés, que ça touche aujourd'hui les centres-villes, mais que ça fait bien longtemps que ça touche les quartiers populaires. Pourtant, la gauche préfère défendre toujours les délinquants en leur trouvant des excuses plutôt que de défendre les gens qui habitaient dans ces quartiers. On a dans ces quartiers des entrepreneurs. Moi, j'ai travaillé 2 ans à Vénissieux. J'étais candidat notamment dans l'Est lyonnais. J'ai vu qu'il y avait un tas de personnes dans ces quartiers-là, dans ces villes-là, qui avaient des projets extraordinaires. Mais dès qu'ils se lançaient, quand leurs locaux étaient brûlés à 1, 2, 3 reprises, plus personne ne souhaitait les assurer. Donc l'insécurité, ça touche absolument tout et c'est un obstacle global à ces quartiers-là et à ces villes-là. J'ai une autre conception, ça c'est sur la forme, sur le fond, avec Laurent Wauquiez. Lui, il additionne le nombre de tourniquets, il additionne le nombre de lignes budgétaires, le nombre de caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection, et il estime que le problème est réglé. Je pense tout à fait l'inverse. Je n'ai pas une vision quantitative, mais plutôt qualitative. C'est pour ça que je souhaite qu'on nomme un référent sûreté dans chaque lycée pour nous faire remonter ce dont ils ont besoin. Vous avez une insécurité forte à l'intérieur des lycées. Au lycée Alfred de Musset à Villeurbanne, c'est une lycéenne qui a lynché un personnel d'accueil. Personne n'en parle. C'est un petit personnel, personne n'en parle. Vous avez à la Duchère quelqu'un, un professeur qui a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Il a voulu évaluer ses élèves. Il s'est fait lyncher, caillasser et insulter par ses élèves. Donc on voit bien que l'insécurité, elle est dans les lycées. À cela, partout où l'État sera défaillant pour aider le personnel dépendant de l'État, les professeurs, pour aider le personnel lié directement à la région, je leur proposerai que la région soit présente à leur côté, à la fois à travers des formations volontaires pour les professeurs et des formations pour le personnel des lycées, pour savoir comment réagir face à l'ultraviolence des élèves, comment réagir face au séparatisme, face à l'islamisme, puisqu'on a un nombre d'incidents qui ont eu lieu, notamment lors de la minute d'hommage à M. Samuel Paty. Je connais les chiffres internes qui n'ont rien à voir avec les chiffres officiels. Comment réagir face à des situations de séparatisme, d'islamisme, communautarisme, d'ultraviolence. Et puis, ça ira jusqu'à l'envoi d'agents de sécurité privés, si nécessaire, et où cela le nécessitera en fonction de ce que nous disent les référents sûreté qui siégeront dans les conseils d'administration. Une approche au niveau des... Laurent Wauquiez nous parle de budget. Nous avons doublé le budget. Ça n'a jamais été fait. Numérique, ça fait 160 agents sur une région qui est grande comme l'Irlande. Votre connexion Internet est instable. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui, ça bug un petit peu, mais on vous entend. 160 agents ferroviaires, sûreté ferroviaire sur une région grande comme l'Irlande, qui a des milliers de voyages par jour au quotidien, ce n'est pas assez suffisant. Donc effectivement, on va doubler le budget, passant de 160 millions à 300 millions, mais de manière qualitative, pas de manière quantitative. Sur l'islamisme, sur le séparatisme, moi je suis profondément républicain, j'ai un amour pour notre pays. Je suis fils d'immigrés, de père et de mère, des coins où ont eu lieu des guerres civiles, et je sais comment ça se passe, et je sais à quel point une personne ex-yougoslave, libanaise, syrienne, ou encore à Grenoble d'origine algérienne, peuvent vous dire. Je vous invite à aller les voir et à leur dire comment s'est passée la guerre civile dans leur pays. Ils sont tous inquiets parce qu'ils voient leur pays, en regardant la France, 10 ans avant la guerre civile. J'ai eu une personne qui était de confession musulmane dans le quartier de Tesser à Grenoble, pratiquant, qui m'a dit: Monsieur Cotarac, je me réfère à vous au Rassemblement national parce que
2 fois par jour, j'ai les prières de rue sous mes fenêtres, le vendredi. Il y a des hommes en burqa, des femmes en burqa, il y a des hommes barbus, ça bloque tout, c'est en face de notre école de nos enfants. Je suis musulman, mais ça, je ne l'accepte pas. Et ça ressemble à l'Algérie 10 ans avant la guerre civile. J'ai quitté l'Algérie parce que mon oncle s'est fait égorger par le GIA. Eh bien, je les retrouve ici en France. Donc, il y a vraiment une situation absolument intolérable. L'insécurité, cette confrontation à l'État, à la police, aux professeurs dont on dit qu'ils sont islamophobes, aux policiers dont on dit qu'ils sont racistes, participe à ce climat insécuritaire. Et parallèlement, on voit que Laurent Wauquiez subventionne des associations qui organisent le mois décolonial à Grenoble. Un mois où on va expliquer que la police est raciste, que la France est raciste, qu'elle est fasciste, qu'il faut s'excuser un peu partout dans le monde. Ce n'est pas ma conception des choses. Avec moi, ça sera terminé des subventions aux associations qui fracturent, selon moi, la nation, qui fracturent et qui divisent les gens en fonction de leur couleur de peau ou de leur religion. Et enfin, le localisme, parce que je crois que je suis un peu long. Le localisme, c'est développer toutes les filières qui créeront un emploi non délocalisable sur notre territoire. On a évidemment le tourisme, notre région elle est absolument riche, on a tout sauf la mer. On a la petite montagne, la moyenne montagne, la haute montagne, on a le tourisme vert, le tourisme des 4 saisons, le tourisme des villages, le tourisme patrimonial. Chaque emploi qui sera créé là-dedans créera un emploi non délocalisable parce qu'on ne peut pas délocaliser les volcans d'Auvergne, parce qu'on ne peut pas délocaliser le Mont Blanc. Localisme, c'est développer aussi des filières comme la sylviculture, l'exploitation des forêts, comme on l'a dans l'Allier. On a aujourd'hui la rénovation de la Notre-Dame de Paris, qui fait la fierté de la France, qui fait l'image de Paris, la vitrine. Il faut savoir que la charpente est faite de chênes venant de notre région, l'Allier. Je pense qu'on a une capacité de développer des exploitations et des métiers de la sylviculture qui soient durables, qui soient localistes, qui soient non délocalisables. On a des filières de luxe. Je pense que le luxe est une manière de se confronter à la mondialisation et au mondialisme. Un couteau de Thiers, la coutellerie de Thiers, un savoir-faire qui remonte au Moyen-Âge, ne pourra jamais être copié par Shanghai. Parce qu'un couteau de Thiers, ça reste un couteau de Thiers. Une bijouterie, la filière de la bijouterie et de l'artisanat d'Ardèche, ça restera la bijouterie et l'artisanat d'Ardèche. On peut parler d'agriculture, on peut parler de nos fromages qui étaient menacés par les traités de libre-échange, comme le CETA. Bref, il faut que la région accentue et priorise et valorise ces savoir-faire générationnels qui nous sont hérités de génération en génération, qui nous sont légués de génération en génération, parce qu'on a 79 AOP, parce qu'on a plus de 70 IG, indications géographiques au niveau européen. Tout ça est menacé par le mondialisme. Je le sais, je travaille au Parlement européen, et l'objectif principal de la région est de défendre cela. Et puis enfin, j'en finirai sur un point qui peut peut-être vous intéresser. Je parlerai des jeunes si vous voulez aussi, mais je pense que vous voulez avoir d'abord une vision globale. Je ne vous réduis pas à ça. C'est développer, alors le mot est interdit maintenant, mais un cluster, c'est-à-dire un cluster économique, pépinière d'entreprise, sur l'intelligence économique. Comment on protège nos données? On parle souvent de pirates russes, chinois, qui viennent espionner industriellement nos industries françaises, notre savoir-faire, c'est vrai. Il y a un autre pays, ce sont nos amis américains qui, eux, ont accès direct à nos données, puisqu'on utilise leurs outils, on utilise leurs logiciels. Quand on voit, et j'ai suivi ce dossier quand j'étais élu, le dossier Alstom hydroélectrique à Grenoble, si Alstom part, c'est 11 000 sous-traitants qui sautent, rien qu'en Isère. Alstom a été racheté frauduleusement par les États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, on est menacé par cela. Donc, avant de sauvegarder, de développer des filières, je vous parlais du photovoltaïque, je vous parlais de la coutellerie de luxe, il y a un tas d'autres filières dont je peux vous parler, on a une liste à l'après-vert. Ça ne fonctionnera pas si on n'arrive pas à protéger ce savoir-faire industriel, ça ne fonctionnera pas si on n'arrivera pas à protéger nos innovations, notamment qui nous viennent de Grenoble, ça ne protégera pas si on n'arrive pas à sceller ce pôle d'excellence mondiale qu'est l'hydroélectrique entre Grenoble et Genève, grosso modo. Donc, développer un pôle, un cluster de l'intelligence économique, ça me paraît être fondamental
Je pense que la France en a besoin et je pense que la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la première région industrialisée du pays, est dans son rôle que de proposer cela. Enfin, j'étais tout à l'heure dans la Drôme, où on parlait aussi de la filière de la chaussure de luxe, bref. Je pense qu'il faut permettre à nos entrepreneurs et à vous, les jeunes demain, de pouvoir se développer sur des marchés émergents, des marchés qui sont parfois sous embargo américain, qui nous sont interdits, parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas la capacité. On a des clusters, on a des pôles, notamment ST Microelectronics, qui travaillent avec les Américains, parce qu'ils ont un intérêt à travailler avec les Américains. Je pense qu'il y a des entreprises qui ont intérêt à travailler avec d'autres pays émergents, voire sous sanctions américaines, c'est-à-dire des marchés qui nous sont interdits, non pas par le Quai d'Orsay, mais par Washington. En Iran, par exemple, je sais que l'automobile, le pneu, sera bien plus bénéfique là-bas qu'aux États-Unis. Je sais que dans divers secteurs, je parlais tout à l'heure de la chaussure, j'ai rencontré certaines personnes, évidemment qu'eux ont un intérêt grandissant pour les pays du Moyen-Orient ou les pays émergents. Je sais, dans le BTP, par exemple, puisque j'ai vu des entrepreneurs, qu'ils ont beaucoup plus d'argent à se faire en Syrie, un pays à reconstruire, plutôt qu'à Miami. Donc, bref, développer ce pôle-là, c'est développer de nouvelles filières, c'est s'ouvrir sur le monde, à travers la francophonie, à travers notre savoir-faire, à travers notre protection des données. Et je crois qu'on fera rayonner dans cette région, si je suis à la présidence, on fera rayonner cette région à la fois en défendant notre identité, notre savoir-faire, et en développant le social et nos emplois non délocalisables. Aujourd'hui, je crois que l'identité et le social sont les deux faces d'une même pièce, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui au Rassemblement national. Merci beaucoup, Monsieur Cottarec, pour votre introduction. Je vous propose de revenir sur une thématique qui vous tient à cœur, à savoir la sécurité, et plus particulièrement les violences faites aux femmes, les violences sexistes et sexuelles. Samedi dernier, à la Tour du Pin, vous avez proposé un plan Marshall contre les violences faites aux femmes. Est-ce que pourriez-vous nous le détailler, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, j'ai lancé un plan Marshall. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord une actualité qui était évidente. Vous avez vu à Mérignac, une personne multirécidiviste qui avait déjà frappé sa femme. On avait parlé de bracelets qui éloignaient, qui rendaient la femme plus protégée face à un mari ou un ex-mari harceleur. On constate qu'un multirécidiviste d'abord sort, un, avant sa peine, avant d'avoir purgé l'entièreté de sa peine, 2, est muni d'un pistolet, 3, d'une ceinture munitions, 4, qu'il tire sur sa femme en pleine rue, et 5, qu'il l'immole dans la rue. Je pense qu'on ne pouvait pas éviter ce type de fait. On a eu une multitude d'autres qui en sont sortis depuis. J'ai choisi ce jour parce qu'on nous parle des mères, on nous parle des mamans. J'ai élargi ça à la femme en général. Et je pense que la région peut agir pour protéger les femmes face à la fois à une rue et à un domaine public qui devient de plus en plus dangereux pour elles. J'habite dans un quartier où je sais que c'est le cas. Les femmes font attention à quelle heure elles sortent, elles font attention à comment elles s'habillent, elles font attention à quel bijou elles portent, elles font attention à quelle rue prendre, est-ce que c'est éclairé, pas éclairé. On a une diminution des libertés pour la femme aujourd'hui dans l'espace public qui me paraissent extrêmement dangereuses. On a eu un fait, puisque vous êtes tous lyonnais, d'une femme qui fumait une cigarette devant une mosquée dans le 7e arrondissement, qui s'est fait étrangler devant la mosquée, parce qu'elle fumait ou parce qu'elle était mal habillée. Première des choses, lorsqu'une femme sera agressée, on prendra ça en charge. Et si on estime qu'à travers son agression, c'est l'ensemble de nos valeurs qui sont touchées, la région se portera partie civile dans le procès. Parce que la région s'estimera défendresse de certaines valeurs et soutiendra la personne victime. Deuxièmement, ce serait développer un nombre de points d'écoute. Sur l'ensemble de la région, on va utiliser les maisons des services publics qui sont à peu près réparties sur l'ensemble du territoire pour permettre aux femmes de pouvoir, aux femmes qui sont harcelées, aux femmes qui sont battues, de pouvoir avoir accès direct et de proximité, pour pouvoir expliquer ce qu'elles ont, pour pouvoir obtenir un soutien de notre part à la fois en dépôt de plainte, à la fois pendant l'enquête, jusqu'à l'hébergement de la femme et de la protection de ses enfants. Je m'explique. Ah bah, ça marche plus? Vous m'entendez? Non? Oui? Oui, très bien. Établir des permanences d'avocats. Ce sera pris en charge par la région. Un avocat qui suit la femme de la plainte jusqu'au procès. Établir aussi des hébergements. On sait qu'il y a beaucoup d'associations
qui œuvrent là-dessus. Je souhaite les soutenir, les subventionner parce qu'elles sont là pour accueillir des femmes battues ou leurs enfants. Mais ça, ce sont des propositions qui sont quand même assez limitées. On ne peut pas accueillir toutes les femmes et une famille ne peut pas avoir ça sur sa charge. C'est à la collectivité de gérer ça. L'ensemble des services se mettra à disposition de ces femmes pour leur trouver un logement. Vous avez aussi une quote-part de la collectivité pour ces agents, pour leur offrir un logement. On sait qu'il y a une partie de ces logements qui sont dédiés au personnel de région qui ne sont pas utilisés. Nous utiliserons ces logements pour ces femmes battues, pour les protéger de la plainte jusqu'au procès, puisqu'on a vu qu'il y avait un tas de femmes qui étaient en cours d'enquête, dont le mari était interdit de l'approcher et qui finalement ont tué ces femmes courageuses qui avaient porté plainte. Donc on voit que la collectivité doit faire. Partout où l'État sera défaillant, nous agirons. Là aussi, ça se passe par l'arrêt de subventions à certaines associations qui, selon moi, chacun son point de vue, abaissent le rôle de la femme. Je pense à Alliance citoyenne à Grenoble, qui est une association qui promeut le burkini dans les piscines municipales. Je n'y suis pas favorable parce que ce n'est pas ma vision de la femme. On a cette même association qui a œuvré à ce que les femmes voilées puissent aller dans les salles de sport lyonnaises. Ce n'est pas ma conception de la femme. Donc, protection, écoute et surtout accompagnement de A à Z de son écoute, de son témoignage, de la plainte, de son hébergement, de sa protection, jusqu'au procès où la région pourra se porter civile. Voilà un plan Marshall. Alors, je ne sais pas si j'ai la note parce que ça, on peut vous l'envoyer. Je publie mon programme à la début juin. Marine Le Pen vient jeudi et on avait prévu de le publier après. Juste de mémoire, parce que c'est souvent des listes à la Prévert qu'on a. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Accompagnement, point d'écoute, hébergement, arrêt des subventions aux associations qui portent une image néfaste de la femme. Je pourrais vous l'envoyer en détail, mais effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je crois que la région peut avoir ce rôle de remplir les carences de l'État ou des villes, ou des départements d'ailleurs. D'accord. Merci. Si vous voulez interpeller M. Cotarac, n'hésitez surtout pas, du coup, comme vous l'avez dit, à lever la main ou à mettre votre question dans le chat directement pour que je puisse la reprendre. J'aurais une question ensuite sur la jeunesse qui, du coup, comme on l'a vu durant la crise du Covid, a quand même beaucoup souffert, que ce soit pour les jeunes entrant sur le marché du travail ou même des étudiants, on a vu autour de nous, qui ont fait la queue pour avoir à manger. Qu'est-ce que vous proposez, notamment dans le contexte de la crise pour la jeunesse dans la région? Par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de créer un revenu minimum pour les jeunes, comme le font les candidates de gauche? Je pense que les candidates de gauche sont un petit peu démagos, parce qu'il suffira de venir à Lyon pour avoir un revenu minimum. Je pense que la réponse, elle doit être nationale à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a fait d'abord en tant que militant. Moi, je reste un militant de cœur. Il y a eu l'action de Génération Nation, la cellule jeune du Rassemblement national qui a collecté et qui, durant tout le Covid, depuis presque un an, distribue aux jeunes les plus nécessiteux tout un tas de produits. Ça peut être des produits alimentaires, ça peut être des produits vestimentaires. Donc, il y a l'aide, il y a le volontariat, d'abord militant. Ensuite, moi, je proposerais différentes choses. J'ai constaté qu'en allant voir les arboriculteurs, notamment qui ont subi le gel, que beaucoup d'étudiants voulaient être saisonniers, notamment pour les récoltes automnales, on va dire, c'est-à-dire le raisin, la viticulture, et même les fruits, les abricots notamment. J'ai constaté que beaucoup de jeunes ont perdu des petits jobs pour leurs études, que beaucoup se disaient c'est pas grave, parce que je suis au Savoyard, on va aller dans les stations de ski pour se refaire. C'est ballot. Emmanuel Macron a fermé les stations de ski. C'est pas grave, on va aller faire les récoltes automnales, etc. C'est ballot, on a eu un gel historique. Et donc, on a une jeunesse qui aujourd'hui, psychologiquement est atteinte, économiquement est atteinte. Moi, ma première des choses, elle se situera surtout sur le logement. Le logement, d'abord, pour sanctuariser un prix. Sanctuariser un prix pour les logements d'étudiants. Je vais
tenter de multiplier et d'établir une plateforme pour multiplier les initiatives de colocation, parce que je remarque que les grands appartements, notamment dans les grandes villes, sont tellement chers qu'en réalité, il n'y a que des étudiants en colocation qui peuvent y avoir accès aujourd'hui. Et je vais faire en sorte que la région puisse leur garantir l'assurance, parce que les logements sont tellement grands que la région doit leur apporter une aide, et elle peut garantir aucun euro ne sort de la région, ça reste à la charge de l'étudiant pour pas qu'il fasse n'importe quoi dans cet appartement. Il n'en reste pas moins que si vraiment il y a des difficultés financières, eh bien, la région peut se prêter garante de l'assurance et donc du loyer et donc de l'habitat. On a des logements étudiants qui sont, alors je ne me souviens plus si c'est pour l'Île-de-France ou pour Lyon, il faut que je vérifie, mais je crois que la demande est 10 fois supérieure au nombre de logements étudiants Crous disponibles. Et donc, il faut agir dans le secteur locatif privé. Deuxièmement, je souhaite faire en sorte que la jeunesse, alors jeunesse, ça va, vous, de futurs cadres et de Sciences Po, bientôt diplômés, mais ça va aussi la jeunesse des lycées qui notamment ont été mis de côté, notamment les lycées professionnels. Quand je regarde chez nos amis suisses, chez nos amis helvètes, chez nos amis autrichiens, les métiers manuels, les métiers de l'artisanat, les métiers du luxe sont aujourd'hui mis en avant. Vous avez des écoles qui se situent même géographiquement entre l'école de médecine, le Sciences Po local, et au milieu, vous avez une grande école des métiers artisanaux. J'étais dans le Cantal où j'ai vu que quelqu'un était diplômé de lycée professionnel de l'horlogerie. C'est du bac plus 4. Je constate qu'il était en banlieue avec des gens qui ne savaient pas vraiment où ils allaient, alors qu'en Suisse, à Genève, la micromécanique horlogère, qui est un lycée professionnel, puis on peut aller au-delà, est largement mise en avant parce qu'il y a un métier, parce qu'il y a une entité, parce qu'il y a un savoir-faire et parce qu'il y a des emplois. Je souhaite faire la même chose pour notre région, pour le photovoltaïque, pour la sylviculture, pour la coutellerie de Thiers, pour les bijoux de l'Ardèche, pour la viticulture. Tous ces métiers-là, pour moi, doivent être valorisés parce qu'il s'agit là de notre identité, parce que ce sont des emplois non délocalisables, y compris dans le tourisme. On a énormément de sources thermales en Auvergne, en Savoie, en Haute-Savoie. Elles sont mal exploitées, si bien que j'ai des Auvergnats qui vont dans le sud-ouest pour se retaper dans les sources thermales, alors qu'on a absolument tout et qu'on est certainement la région la plus riche en la matière. La jeunesse, c'est aussi créer des vocations. Il y a des subventions qui existent, c'est bien, du financement, du saupoudrage, parfois des choses très efficaces. Et puis, il y a du symbole. Je pense qu'on nécessite aujourd'hui, on a besoin de symboles. On a eu des symboles, et Laurent Wauquiez, pour le coup, n'a pas eu tort de le faire. Par exemple, le prix Marin, ce jeune homme qui avait essayé de sauver un couple et qui s'est fait tabasser parce que justement cette violence devient extrêmement grave dans le domaine public. Eh bien, il en a fait un symbole. Aujourd'hui, il y a un prix pour toutes ces jeunes personnes qui ont du courage. Je pense qu'on peut faire la même chose au niveau professionnel. Un agriculteur qui souhaite se lancer, qui réussit à reprendre une ferme, qui réussit à faire vivre un savoir-faire, à faire vivre notre terre, à faire vivre un produit local, une fierté, une dignité, à construire des emplois non délocalisables, doit avoir du mérite, doit être mis en avant, il doit être un symbole dans tous les lycées, promouvoir les lycées agricoles, et comme ça, dans chacune des filières, puisque nos amis, nos voisins, je le répète, Suisse notamment, sont excellents en la matière. Aujourd'hui, un chaudronnier qui sort d'une école dans notre région a un salaire plus élevé qu'un élève avocat qui a fait 7 ans et qui sort de l'école que vous connaissez près du tribunal. Ça, dans l'esprit du français moyen, on ne l'a pas encore intégré. Un élève avocat aujourd'hui, il doit se battre pour avoir un cabinet parce que la moitié des avocats de Auvergne-Rhône-Alpes sont à Lyon. Un chaudronnier, lui, il aura 10 entreprises qui vont se battre pour l'avoir. Donc tout ça, on doit pouvoir le faire au niveau de la région, créer une plateforme, des métiers en tension, des filières qu'on développe, parce que je crois qu'il faut anticiper et je crois qu'il faut promouvoir cela et établir vraiment des symboles. Il nous faut des noms, il nous faut des personnes qui ont réussi et qui ont fait en sorte que nos emplois, notre identité ne soient pas partis. On peut avoir créé des vocations. Moi, je souhaite, ce matin, j'avais un débat sur l'agriculture. Je souhaite, par exemple, qu'on ait, pour les jeunes qui souhaitent s'engager sur la voie agricole, notamment dans des stages d'été
une prime de 200 à 500 euros par mois lorsqu'ils vont à la ferme, lorsqu'ils vont essayer de comprendre, apprendre. Nous leur ferons une prime de 200 à 500 euros. Et dans chaque filière qu'on souhaitera développer, effectivement, la région mettra le max. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai siégé, après j'arrête de parler, j'ai siégé à la région dans la commission économie, emploi, entreprise, économie de proximité, et j'ai vu que bon nombre de conseillers régionaux se prenaient pour des chefs d'entreprise. On ne leur demandait pas. Ils disaient l'entreprise, elle doit faire ça plutôt que ça, mais ce n'est pas ce qu'on leur demande. On demande à la région de tenir un cap. Quelles sont les filières qu'ils souhaitent développer? Dans quelle filière on souhaite avoir des emplois? Quelles personnes on souhaite mettre en avant? Quel lycée on souhaite construire? La région, ça doit être une région qui aménage. Ce que n'a pas fait Laurent Wauquiez, c'est qu'il n'a pas anticipé démographiquement ce qui se passait dans la région. On a dans notre région 65% de la population qui s'entasse sur 11% du territoire. Donc moi, je souhaite soulager les métropoles, démétropoliser, dédensifier, afin de faire en sorte que certains territoires de nos campagnes, de nos villes moyennes, soient attractives. Comment est-ce que la région peut le faire? Par exemple, quand on sait qu'un lycée va devoir fermer parce qu'il y a peu d'élèves, ce qui arrive pour les collèges, moi, je ne souhaite pas les fermer, je souhaite en faire des lycées spécialisés justement sur certaines filières dont je vous ai parlé, qui soient des annexes de plus gros lycées. Ce qui fait que, 1, le lycée ne ferme pas, 2, l'écosystème qu'il y a autour ne meurt pas, et 3, on fait encore mieux, on va attirer des personnes de l'extérieur pour aller dans ces lycées dans le monde rural, dans nos campagnes, parce que justement, on aura fait des lycées spécialisés, des pôles d'excellence qu'on mettra en avant à travers des symboles. Merci, Monsieur Cotarac. On n'en a pas parlé jusqu'ici, mais on aimerait savoir votre position quant à l'écologie. Pour vous, comment préparer la résilience de la région quant à l'écologie? On a parlé des ressources naturelles de notre région, de la montagne. Comment vous voulez favoriser le développement du renouvelable dans la région Auvergne-Rhône-Alpes? Merci. Écoutez, effectivement, moi, je suis un grand défenseur de l'environnement parce que j'estime que l'écologie n'a pas le monopole, enfin Europe Écologie Les Verts n'a pas le monopole de l'écologie. Moi, je suis profondément attaché au maintien et à la défense de l'environnement, de la biosphère, de notre biodiversité et de notre patrimoine naturel. Être patriote, aimer sa patrie, ce n'est pas simplement défendre les frontières, c'est défendre aussi le Mont Blanc, c'est défendre nos glaciers. Et là-dessus, j'ai regardé un petit peu les propositions de M. Castex. Il a fait un plan de relance, soi-disant, pour la montagne. Je constate 2 choses. C'est que, 1, il ne parle pas d'agriculture de montagne. Il ne nous parle que des stations de ski. Je crois que l'agriculture de montagne est un pan entier et prioritaire dans notre région. On ne peut pas demander à ce que nos enfants aient des produits locaux et de qualité dans les assiettes de lycée si on ne privilégie pas nos acteurs locaux, si on ne favorise pas ce que je vous disais, les filières agricoles, si on ne crée pas de vocation pour des personnes à justement développer l'agriculture, nos produits locaux, nos filières d'élevage. Ça pose 2 problèmes. Le point 1, c'est le foncier. Les terres sont très chères pour quelqu'un qui souhaite se lancer. Nous allons établir un fonds d'accès au foncier pour les jeunes agriculteurs qui souhaitent reprendre une ferme ou qui souhaitent reprendre la ferme de leurs parents. L'accès au foncier. 2, on va sanctuariser les terres agricoles. Vous savez que l'autonomie, la souveraineté alimentaire est quelque chose qui aujourd'hui dans les relations internationales devient de plus en plus prégnante. Vous avez vu que le Qatar ou les Émirats commencent déjà à acheter des terres agricoles à l'étranger, notamment dans les pays de l'Est, parce qu'on sait que ça va être un enjeu majeur. Le localisme, c'est l'exact contraire de ce qu'a fait M. Doucet. M. Doucet, pendant la crise, il nous a remplacé nos filières d'élevage, la viande locale des assiettes de nos enfants pour y mettre du poisson. C'est exactement le contraire de ce que recommandent les associations écologistes qui nous expliquent qu'il faut éviter de piller les mers et les océans, mais plutôt privilégier ce qu'il y a de local. Moi, je souhaite privilégier nos produits locaux dans l'assiette de nos enfants. Ça évitera à un produit de faire 3 fois le tour de la planète ou des poissons vietnamiens d'arriver dans les assiettes de nos enfants. Point 2, quand je vous parle de développer la sylviculture, c'est-à-dire l'exploitation du bois, vous savez qu'aujourd'hui, on coupe le bois chez nous, on le traite en Chine et on le renvoie chez nous. Totalement débile. Pour moi, j'estime que toute la filière peut exister chez nous et que nos chaînes sont tellement de qualité qu'on peut produire ici et les vendre à un prix plutôt élevé.
Deuxièmement, c'est la question de l'eau. Bon, moi, sur la gestion de l'eau, ce n'est pas à la région de le faire, mais je suis pour une gestion publique parce que j'estime que c'est un bien public qui appartient à tous. Mais les mers et les océans, le niveau des mers et des océans est en train de monter. Je suis pour développer un pôle de développement et de recherche sur justement la captation de l'eau de mer et la création de réserves, notamment de réserves d'eau qui seraient utilisées notamment l'été en temps de sécheresse, qui vont se multiplier, ou en temps de gel l'hiver. Quatrièmement, je suis pour le développement du photovoltaïque. Je suis un fervent opposant à l'éolien, qui est une catastrophe écologique et sociale. En revanche, je suis pour le photovoltaïque, notamment flottant sur l'eau. Il y a ça au lac de la Madone, pas très loin de Lyon. Je vous invite à y aller, c'est un territoire absolument magnifique. C'est pas très loin, c'est une vingtaine de kilomètres de Lyon. J'y suis favorable, je suis pour le développement de la filière photovoltaïque. Encore faut-il que toute la filière soit sur notre territoire. C'est toujours la même chose. Moi, j'étais le 1er mai à soutenir des ouvriers des entreprises Ferropem en Savoie et en Isère qui sont menacés de délocalisation. C'est une entreprise qui est leader mondial sur le marché de la fonderie et qui travaille le silicium, c'est-à-dire la matière pour créer du photovoltaïque. Aujourd'hui, tout le monde souhaite faire du photovoltaïque, à commencer par ELV, mais personne ne souhaite défendre nos filières déjà locales, qui seraient la matière première pour faire du photovoltaïque. C'est toute la filière qu'il faut maintenir sur notre territoire. Sinon, demain, on va aller chercher ça en Chine ou en Asie centrale, ce qui du coup n'a plus aucun sens écologique. Sur les éoliennes, je suis un fervent opposant parce que j'ai visité un parc éolien dans le nord du Rhône, à la frontière de la Bourgogne, dans une forêt. On nous explique que l'éolien, c'est l'électricité produite avec l'air, que ça ne dégage pas de CO2, etc. En réalité, j'ai vu que c'était complètement néfaste. D'abord, ça se fait dans une forêt. Pour que les camions passent, on détruit tout sur la forêt, c'est-à-dire qu'on fait de véritables autoroutes au sein de nos paysages et de nos forêts. 2, pour mettre une éolienne, il faut à peu près 260 mètres cubes ou tonnes de béton pour la faire tenir en pleine forêt. C'est 60 tonnes d'acier, et puis les hélices, comme vous l'avez vu, sont néfastes aux oiseaux. Vous avez vu que cet aigle royal en Norvège avait les 2 ailes coupées, donc là aussi il y a un symbole qui nous fait prendre conscience. Et 2, c'est néfaste aussi pour notamment le bovin, les filières d'élevage, puisque les ondes vraisemblablement ont un impact néfaste sur les bovins. Et enfin, on a l'éolien, bon, c'est une énergie intermittente qui n'a aucun... La productivité est très très faible, et en plus, socialement, ça a un impact, puisque ils revendent l'électricité à nous, consommateurs, et à EDF, parfois 16 fois plus cher que si ça avait été le cas au niveau du service public. Donc on voit que c'est Total, on voit que ce sont des multinationales, mais l'éolien n'a véritablement pas grand rapport ni avec la défense de l'environnement, ni la biodiversité. Je suis favorable plutôt aux centrales hydroélectriques, par exemple. J'en ai visité dans l'Ain. L'énergie est intermittente, mais beaucoup moins. C'est une énergie qui est propre, et là encore, c'est un savoir-faire, un pôle d'excellence mondial qu'on a chez nous. Autant en profiter, à la fois pour chez nous et à la fois pour se développer sur des marchés étrangers, notamment au Canada, qui ont, je crois, la plus belle nature pour créer des mini-centrales hydroélectriques qui sont non polluantes et qui sont très productives. Quelle est votre position sur le nucléaire? Il y a plusieurs centrales dans la région, justement. Le nucléaire, je pense que, qu'on soit pour ou contre, il y a d'abord un impact et quelque chose d'assez intéressant qu'il faut avoir, c'est la sûreté. Il n'existe aucun plan d'évacuation de la région, qu'on soit pour ou contre d'ailleurs. Rien n'est préparé. J'étais à Romans-sur-Isère où j'ai vu, aussi au niveau de la sûreté, voire de la sécurité, un sous-traitant qui était un sous-traitant pour la sécurité des centrales nucléaires, qui avait en son sein plusieurs fichiers S. Comment est-ce possible de sous-traiter à une entreprise privée la sécurité d'un site aussi stratégique et en plus d'avoir des fichiers S? Je pense que là, la région doit être lanceur d'alerte. Maintenant, sur le fond, écoutez, j'ai plutôt évolué sur la question. Effectivement, on a le problème des déchets nucléaires, qu'on n'a pas encore totalement réglé, mais je crois que c'est en développant la filière et la recherche du nucléaire qu'on va pouvoir avoir de nouveaux générateurs qui, justement, arrivent à traiter, ou en tout cas à arriver à des déchets minimes. Et je crois surtout que c'est une question d'indépendance énergétique, premier point. Et 2, c'est une énergie qui ne dégage pas de CO2.
contrairement à ce qu'on pense. Donc effectivement, je crois que la filière du nucléaire est une filière d'avenir. Je ne dis pas que les centrales en tant que telles sont le modèle, mais je pense que la filière du nucléaire doit être développée. On doit investir dans la recherche et le développement. Ça doit rester public parce que c'est stratégique et que c'est le meilleur moyen de défier la précarité énergétique puisque jusqu'à preuve du contraire, le nucléaire, c'est l'énergie la moins chère pour le consommateur. Merci beaucoup. Peut-être une dernière petite question, si vous nous le permettez. Vous avez dit tout à l'heure que vous alliez publier votre programme début juin, une fois que Marine Le Pen serait venue. Du coup, j'ai une petite question là-dessus. Dans la région d'Andrea Cotarac, qui dirige la région? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est Marine Le Pen? Est-ce que c'est les grandes lignes du Rassemblement national? Merci. Merci à vous. Dans la région d'Andrea Cotarac, ce sera Andrea Cotarac, plus ses vice-présidents, et en étant à l'écoute des territoires. Je vais vous prendre 2 points. Moi, la première des choses que je ferai en arrivant sur le territoire, c'est que je diviserai par 2 les dépenses en communication de M. Wauquiez qui sont juste indécentes. Franchement indécentes. Lorsqu'il trouve des masques avant Le Drian lors du premier confinement, il dépense, si on en croit Libération, 60 000 € de communication. Sur Facebook simplement. C'est-à-dire qu'il donne parfois plus d'argent à la communication de ce pourquoi il souhaite faire la communication. C'est vraiment indécent. Il est bien évidemment certain que Laurent Wauquiez fait campagne pour les régionales en vue des présidentielles. Il est bien certain que Najat Vallaud-Belkacem fait campagne en vue de son retour sur la scène nationale. Andrea Cotarac, lui, fait campagne pour d'abord les Auvergnats et les Rhône-Alpins, parce que c'est un pur produit de la région, au Savoyard, venu à Lyon. Bon. Je ne vais pas vous refaire tout mon circuit. Et je le fais aussi à l'écoute des territoires. Je suis pour mettre fin au parti unique LR sur cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous savez que lorsqu'un élu local souhaite, sur un territoire donné, demander quelque chose à la région, il doit se référer à un référent local, régional, qui est un élu en fait. Et ils sont tous de la majorité LR. Absolument tous. Un élu qui souhaite prendre contact avec la région sur son territoire le fait obligatoirement à travers un élu LR. Je trouve ça indécent, je trouve que c'est un irrespect pour l'opposition et je trouve que c'est un irrespect pour une grande partie des habitants de Auvergne-Rhône-Alpes, une grande partie des élus. Donc je suis pour laisser mes vice-présidents travailler, ce que ne fait pas Laurent Wauquiez sur leurs tâches, je leur ferai confiance, et travailler au-delà des étiquettes politiques des élus locaux, parce qu'aujourd'hui je pense que l'élu local c'est l'avenir du pays. On l'a vu pour le Covid. Il était disponible bien avant qu'on ait des doses de vaccins, bien avant qu'on ait des masques. Lui, il était là, il était présent. Il avait déjà prévu des vaccinodromes. Il manquait juste à l'État de répondre à toutes ces défaillances. Donc l'élu local, je crois, doit être bien plus respecté, et quelle que soit son étiquette politique. Parfait. J'aimerais juste rebondir sur la comparaison que vous avez faite avec Mme Najat Vallaud-Belkacem et Laurent Wauquiez sur leurs ambitions aux élections présidentielles, plutôt sur l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que la bonne performance de votre parti aux élections régionales permettra d'enclencher une bonne dynamique pour être en position de force pour l'année prochaine avec Marine Le Pen? Moi, mon programme, je le répète, il sera pour les Auvergnats et les Rhône-Alpins parce que notre région a des caractéristiques que n'ont pas d'autres, et inversement. Donc, on doit s'appliquer à répondre aux demandes de nos habitants. Il n'en reste pas moins que les Français ont des demandes qui sont globales et qui sont communes partout, comme la sécurité, par exemple, ou la lutte contre l'islamisme, puisque ça touche absolument tout le monde, ville, métropole, village, ville moyenne, absolument tout le monde aujourd'hui. Maintenant, je ne vais pas vous raconter de bêtises, le calendrier est tel, avec la crise du Covid, que les élections régionales sont très proches des élections présidentielles. Donc forcément, une dynamique n'ira pas sans l'autre. Si aujourd'hui vous avez de dynamiques très faibles de certains partis, je ne crois pas qu'il y aura un changement global et général en avril, au printemps 2022. Donc oui, on travaille, on coopère d'abord avec les autres régions. Laurent Wauquiez, il a une philosophie qui est de dire je suis le meilleur, je suis avant tout le monde. Les autres régions, je m'en fiche parce que je suis le meilleur. Moi, je pense qu'on peut travailler avec les autres régions, on peut coopérer avec l'Occitanie pour les lignes de train en Ardèche, par exemple, ils y travaillent. Pour le Lyon-Bordeaux avec la Nouvelle-Aquitaine, avec nos amis suisses, on peut travailler avec les autres régions et coopérer. On le fait déjà entre élus du Rassemblement national et on a une cohérence générale pour les présidentielles, ce que n'ont peut-être pas
les autres partis politiques, si on voit que M. Wauquiez souhaite, entre guillemets, défoncer Xavier Bertrand, on voit bien que chez les LR, pas grande cohérence. Voilà. Nous, on est cohérents chez nous. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Je vois Edouard qui lève la main. Je te laisse allumer ta caméra et ouvrir ton micro si tu veux poser ta question. Alors, je n'ai pas de caméra, mais un article est paru aujourd'hui dans le magazine Décideur et il s'intitule LR, mais où sont passés les jeunes? Et dans cet article, on a un sondage sur les intentions de vote pour les présidentielles pour les 18-30 ans. Et on voit que Marine Le Pen arrive première avec 26% et que Xavier Bertrand, en tant que candidat LR, aurait 2% des voix. Donc, moi, lorsque j'ai vu passer ceci, je me suis posé une question sur comment est-ce que le RN a réussi en fait à la fois à capter ou en tout cas, où est parti cet électorat de jeunes de droite LR qui a visiblement disparu d'après l'article? Et pourquoi est-ce que le RN a réussi, alors qu'on le voit dans la rue, on le voit dans la plupart des facultés, que le RN n'est pas forcément très populaire parmi la jeunesse, on le voit quand même se classer premier parti, en tout cas chez les 18-30 ans, avec une disparition totale, le LR, qui pourtant a un paysage médiatique un peu plus fort. C'est une très bonne question. D'abord, je le prends inversement. Qui serait ravi chez les jeunes que Xavier Bertrand soit élu, franchement? Son score de 2%, on a une forme de psychodogmatisme à l'université qui consiste à dire que Le Pen égale méchant, que le Rassemblement national égale fasciste, alors qu'en réalité, vous le voyez, c'est le premier parti de France. Il est premier chez les jeunes, tout simplement parce que je crois qu'il répond aux attentes des jeunes. Nous sommes une génération qui peut se faire poignarder pour un refus de cigarette. Nous sommes une génération qui avons vu depuis 2012 272 victimes de l'islamisme. Nous sommes une génération qui subit les délocalisations à l'heure où nos parents, eux, vivaient les 30 Glorieuses et avaient 10 entreprises qui venaient les voir. Donc on rentre, je crois, nous sommes dans une période pivot où on rentre dans tout ce qui sera, à mon sens, localiste, non délocalisable, durable, et respectueux de l'identité et du savoir-faire. Je pense que tout ça va revenir. Donc, on fait partie de cette génération-là, avec un parti qui répond à ses attentes. Alors, où sont passés les LR? Je crois qu'il y en a une partie qui sont chez nous, je peux vous le dire. On a des jeunes et des moins jeunes, mais beaucoup sont chez nous, je le remarque. Et d'autres, je crois, vont plutôt vers Emmanuel Macron, vers les macronistes, parce que cela répond plus à leurs attentes pro-européens. Si vous voulez, les jeunes LR qui font plus confiance à l'Europe, eh bien, finissent chez Emmanuel Macron. Ceux qui font plus confiance dans le génie français, à certains égards, viennent plutôt au Rassemblement national. Ceux qui souhaitent se battre contre l'islamisme, parce que, je suis désolé, hein, on a un cas français. Je le regarde au niveau européen. 44% des attentats qui se sont faits sur le territoire européen ont eu lieu en France. 42% des victimes à l'échelle européenne des attentats islamistes sont françaises. Donc il y a véritablement un cas français. Et je crois que cette jeunesse-là n'est pas folle. Elle le voit, elle le subit, elle l'a subi, même lors du Bataclan. Ce n'était pas autre chose que des jeunes. C'était pas autre chose que des jeunes qui étaient sur les terrasses. Donc tout ça nous impacte philosophique. Je pense qu'un cap est franchi aujourd'hui. Vous l'avez vu chez les militaires, vous l'avez vu chez les policiers, vous l'avez vu lors de ce dernier sondage qui, je crois, clôt le débat, où on voit que 80% des Français en général, c'est-à-dire à peu près tout le monde, considèrent que la justice est laxiste dans notre pays. Je pense qu'il y a un besoin d'autorité, je pense qu'il y a un besoin d'espoir, un besoin d'avenir, et qu'un cap est franchi, notamment en matière insécuritaire, et que les jeunes, je crois, choisiront plus un bulletin Marine Le Pen qu'autre chose, pas forcément dans la cour de récréation, mais dans l'isoloir, ça c'est certain. Merci beaucoup, monsieur. Dernière question qui est traditionnelle. Quel conseil donneriez-vous à la jeunesse science-piste, mais peut-être pas que, qui vous écoute? Alors, je vais peut-être sortir des élections régionales. Moi, je vous conseillerais d'aller dans des pays diabolisés, dans des pays dont on vous dit qu'ils sont méchants, dans des pays dont Libération ou dans la presse acceptable de Sciences Po, comme Nouvel Observateur et autres, vous disent que c'est très bien. Je vous invite à y aller, je vous invite à aller au Liban. Je
Je vous invite à aller en Syrie, je vous invite à aller dans les Balkans, je vous invite à aller en Égypte. Ce qu'on nous dit ici n'est pas forcément vrai, voire que l'image de la France est encore extraordinaire à l'étranger, mais que d'année en année, cette image diminue et je vous invite à savoir pourquoi. Peut-être que les relations internationales vont avoir un impact chez vous de réflexion au niveau national et des politiques publiques à mener, puisque vous êtes les futurs décideurs. En tout cas, je vous invite à aller voir ailleurs. Pas pour vous convaincre que là-bas c'est super, mais pour vous convaincre d'avoir votre propre point de vue. Parce que je crois qu'à Sciences Po, comme dans beaucoup d'universités, notamment ça a commencé aux États-Unis, on a beaucoup de concepts qui nous proviennent des États-Unis et qui, à mon avis, polluent les cerveaux de jeunes Français. Je crois que la conscience libre et absolue, c'est l'esprit français, c'est le modèle français. Donc, faites-vous votre propre avis sans aveuglément reprendre des décisions qui seraient celles que vous avez apprises à l'école. Très bien, merci beaucoup pour vos propos conclusifs. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. On donne rendez-vous à nos chers auditeurs mercredi 2 juin à 18h30 pour notre quatrième et dernière conférence sur le cycle des élections régionales. Ce sera Bruno Bonnel qui représente la liste La République En Marche. Merci à nouveau, Monsieur Cotarac. Bonne chance pour votre campagne et à très bientôt sur Place au Débat. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci.